Je vous propose qu'on démarre pour ce nouveau webinaire PacMind. C'est depuis la rentrée de 5, 6e, 4e, je sais plus trop. J'ai plus mes comptes en tête, c'est pas très grave. Aujourd'hui, on a la chance de t'avoir avec nous, Kautar, pour parler, comme vous le savez, de React et de bonnes pratiques associées. Ça va être la thématique du jour. Donc moi, pour me présenter, je suis Cédric Téton, CTO de PacMind et je peux te laisser te présenter, Kautar, à notre audience, en quelques mots. Oui, bien sûr. Moi, je suis Kautar Choubari, je suis développeuse chez Allobiz. Donc, c'est une startup où on travaille sur des produits SaaS en tout ce qui concerne la gestion des chantiers de bâtiments. Et je suis très passionnée par React, tout l'écosystème. Donc, j'essaie de faire en parallèle dans mon temps libre des conférences, donner des conférences ou bien y participer. Sinon, à part ça, j'essaie de mon mieux de publier des vidéos YouTube sur ma chaîne et de créer du contenu sur les réseaux, mais je suis pas trop consistante sur ce point-là. Ouais, c'est top. Tu as combien de vidéos aujourd'hui à ton actif? Je pense 20, ouais. C'est très bien déjà. C'est très bien. Ouais. Le plus dur, effectivement, c'est de tenir sur la durée. Mais je crois en Oui. toi. Top, merci pour l'intro. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. Il y a un onglet questions aussi qui est dédié. On pourra les prendre au fil de l'eau. Donc aujourd'hui, effectivement, comme je l'ai évoqué en intro, je t'avais proposé de participer à ce webinaire pour parler d'un sujet quand même qui a assez tendance dans les technologies front-end, React, un framework incontournable aujourd'hui. Et c'est un framework qui existe depuis maintenant 11 ans, lancé en 2013, tu me confirmes, Oui. qui a plein de caractéristiques, dont notamment celle d'être assez flexible. Et souvent, quand on dit flexible, ça veut dire que on peut utiliser de plein de manières pour arriver à un résultat. Et plein de manières, il y a parfois des bonnes choses, des moins bonnes choses, des choses sur lesquelles on devrait un peu réfléchir, se poser, comprendre l'impact. Et comme tu es effectivement assez passionné du sujet React, je me suis dit, tiens, ça pourrait être une bonne idée que tu viennes nous présenter quelques-unes des bonnes pratiques que tu mets en place au quotidien dans ton équipe et que tu aimes bien mettre en place. Et je voulais te proposer d'en parcourir quelques-unes. Donc, on en a 5 à voir aujourd'hui pour en discuter et puis présenter ça aussi à notre audience et puis voir aussi s'il y a des personnes qui ont des questions, des points de vue différents. Voilà, ça va être l'objet de discuter de tout ça et puis on terminera par voir, se poser la question, ok, on définit ces bonnes pratiques, c'est bien. Mais derrière, comment est-ce qu'on peut faire dans un contexte où il y a parfois plusieurs devs, plusieurs équipes de devs, comment on peut faire pour que cette théorie soit mise en pratique au mieux au quotidien. Et ça, on verra notamment comment avec PacMind, ça peut être facilité, ce genre d'initiative. Donc voilà pour le petit agenda du jour. Est-ce que ça te convient, Kautar? Oui, oui, c'est parfait. Déjà, j'aimerais te remercier et toute l'équipe PacMind pour l'invitation. Je suis très ravie de partager avec la communauté tout ce qui concerne React, bonne pratique et tout ce qui me passionne. Eh ben top, tant mieux si c'est un plaisir partagé. Allez, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, si on se remet un petit peu dans le contexte de React. Je te laisse la main. Et puis allons-y sur Ok. React. Ouais, pour ça. Du coup, pour structurer notre présentation aujourd'hui, je vais commencer par un peu décrire l'évolution de l'écosystème React. Ainsi, on va parcourir 5 bonnes pratiques et des erreurs courantes qui sont faites par les développeurs et comment les éviter. Après, on va voir comment mettre en place ces pratiques pour son équipe à travers l'outil PacMind, parce que je vais laisser Cédric pour la présenter. Et à la fin, je vais juste donner un petit retour d'expérience sur comment rester à jour avec toutes les nouveautés de React et des questions-réponses à la fin.
Donc, juste pour commencer, j'aimerais bien mettre cette petite citation-là de Dan Abramov, euh, le, qui est un des membres de la core team de React, et il est aussi co-auteur de Redux et de Create React App. Donc, on peut dire qu'il travaille chaque jour pour améliorer le framework, donc il le connaît beaucoup mieux que nous. Et du coup, dans cette citation, il a dit que il a vu pas mal de développeurs ou bien des personnes intelligentes qui souvent utilisent React d'une mauvaise manière et que ça demande beaucoup d'idées pourquoi en fait il utilise React d'une telle manière contradictoire à comment il devrait React fonctionner. Donc ça crée un petit atmosphère de controverse et là, à travers ce webinaire et à travers tout l'effort de la communauté, c'est de partager des retours d'expérience sur React, comment le mieux utiliser dans notre code. Donc, on peut déjà voir ce qui existait avant sur React, ce qui était legacy. Donc, le React d'hier était caractérisé par une approche traditionnelle qui est basée sur la programmation orientée objet. On avait des classes components qui dominaient le système, l'écosystème. Et après, on avait tout ce qui concerne, par exemple, des pure components qu'on utilisait pour optimiser ou bien des méthodes ou des fonctions comme create element, React DOM render, create ref pour générer les références, ou bien même les high order components pour la réutilisation de la logique. Sauf que tous ces trucs-là sont devenus depuis le passé et deprecated par React. Pourquoi? Parce que après évolution du framework, l'équipe a trouvé que React sera plus pratique en se basant sur une approche fonctionnelle et intuitive que l'approche de programmation orientée objet qui est basée sur les classes. Et du coup, on avait vu l'introduction des hooks qui simplifient la gestion des états, comme par exemple use state, use effect, use context. On avait les functional components qui remplaçaient les class components. Et récemment, vous avez dû sûrement entendre des server-side rendering, peut-être server components, server functions, des directives de use client, use server. Tout ça, c'est assez récent par rapport à l'écosystème. Et on a aussi vu l'introduction d'autres frameworks qui se basaient sur React, par exemple Next.js et Remix, qui simplifiaient l'implémentation du server-side rendering avec React. Donc, on voit bien que React a bien évolué dans son approche, qui était avant orientée classe, verbeuse et complexe, et là vers un paradigme qui est fonctionnel, intuitif. Et on voit aussi que la communauté a assez grandi avec toutes les contributions des développeurs sur GitHub ou bien sur les réseaux qui ont poussé l'écosystème pour permettre d'aboutir à une utilisation React plus simple et plus facile à le faire. Donc là, c'était une petite introduction sur l'écosystème, ce qui était avant, ce qui est aujourd'hui. Et après cette petite introduction, je vais passer sur la première pratique que je vais présenter, ce qui est euh, éviter d'utiliser les fragments euh, au lieu des div conteneurs. Donc, pour cette première pratique, vous avez sûrement dû l'avoir quelque part ou le faire sans se rendre compte pourquoi c'est une bonne pratique ou pourquoi c'est pas le cas. Donc, comme on peut voir dans ce code-là, on a deux exemples qui font la même chose. C'est qu'on va retourner les nombres de likes pour une image. Donc, on a une icône image, une icône de cœur avec le nombre des likes. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que la première approche, on va essayer d'encapsuler l'icône et le texte avec un div. La deuxième, c'est en utilisant des fragments. Donc, pourquoi l'utilisation des fragments au lieu des div conteneurs est une bonne pratique? Premièrement, c'est que parce que ça permet d'avoir une meilleure structure de code.
on peut regrouper plusieurs éléments sans ajouter une balise supplémentaire qui serait inutile. Dans notre cas, c'est le div. Donc, ça permet aussi d'avoir plus de lisibilité, de sémantique du markup de JSX et une flexibilité dans la structure des composants. Donc, j'aimerais bien voir tous ces bons pratiques là avec une petite démo. Donc, la démo d'aujourd'hui, c'est une application qui va permettre de chercher des images. Donc là, c'est juste un appel API vers l'API de Unsplash qui va faire le fetch des images selon le mot-clé que je vais rentrer dans la barre de recherche. Et là, c'est le code actuel de cette application. Donc, on peut voir qu'on a le fichier app qui appelle le grand composant search. Et ce grand composant search, il contient la search bar. Et puis, à la fin, on a l'image grid qui va contenir les images. Et on aurait aussi un bouton pour afficher plus d'images si on veut. Donc, si on reprend les images, ça vient où pour remplir notre image grid? Ben, c'est un state qui va être rempli des résultats de Search Photos qui appelait directement l'API de Unsplash, comme vous voyez. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que dans l'image grid, on a un div, on va faire un map sur toutes les images et je vais juste zoomer un peu. On va parcourir toutes les images et par la suite, on va afficher chaque image avec le nombre de likes qui est notre composant qui va afficher à la fois l'icône et les likes. Donc, si je vais mettre un div supplémentaire ici, ce que je peux remarquer déjà, c'est que en ouvrant les consoles, les developer tools, je vais taper ici, je vais partir sur les settings d'accessibilité. Donc là, j'utilise Firefox, mais vous pouvez trouver la même chose dans Chrome. Donc, si je vais cliquer, par exemple, là, on peut voir tout le document de la page et on peut voir qu'on a des types génériques qui sont nos divs. Et pour chaque type générique qui sera chaque image, on a la petite image et on a un autre type générique qui contient la petite icône avec le nombre de likes. Donc déjà, ce qu'il faut savoir concernant l'accessibilité, c'est que avec React, on a la DOM ou bien l'arborescence HTML qui fait render dans le navigateur et on a en parallèle une arborescence d'accessibilité qui permet de manipuler la page soit à travers les outils d'accessibilité comme des claviers ou bien des lecteurs d'écran. Donc, si on avait par exemple un lecteur d'écran, il va parcourir tous les composants de notre page et il va lire à haute voix chaque type qui est dans cette arborescence. Donc, pour nous, en ce qui concerne l'accessibilité, chaque nœud dans notre arborescence compte pour simplifier la vie pour ses utilisateurs. Donc, on pourrait éviter ce type-là générique et avoir directement graphic document et texte sans avoir ce nœud supplémentaire sur chaque image. Et tout ça, juste en supprimant ce div-là. Et on va voir le cas. Et là, si je clique, je vais avoir le div conteneur qui contient l'image et les informations que je veux, qui est l'icône avec le texte. Donc, on peut voir que l'utilisation des fragments n'est pas seulement permet un regroupement du code au lieu d'utilisation des balises supplémentaires comme le div, mais permet aussi de minimiser les nœuds et dans ce cas-là, améliorer la sémantique de notre HTML final. Donc, une meilleure interprétation par les lecteurs d'écran à travers cette structure DOM qui est plus propre et plus sémantique.
Oui, puis le rendu aussi est plus petit, j'imagine. Tu vas optimiser Oui, la taille, du DOM. exactement. Je voulais dire ça aussi. Donc, si on a une application qui est un peu lourde, donc le fait d'optimiser la création de ces nœuds supplémentaires qui ne sont pas nécessaires, ça peut aboutir à une légère amélioration des performances de rendu. Donc, on va avoir à la fin une DOM plus légère et moins encombrée. Donc, vous pouvez voir à quel point ici l'arborescence de l'accessibilité est différente de la DOM. Donc, les fragments peuvent éviter tous ces nœuds supplémentaires. On peut voir aussi juste en partageant ça comme bonne pratique, on peut voir ici qu'on a déjà des alertes sur nos composants actuels parce qu'ils ne sont pas accessibles. Par exemple, la première pratique qui n'est pas respectée dans ce code, c'est qu'on peut voir que tous les images, ils ont ce label qui est image. Donc ça, je l'ai passé comme alt. Donc on pourrait, par exemple, pour chaque image, euh, afficher un alt spécifique à le contenu de l'image. Mmh. Ce qui va permettre aussi pour les lecteurs d'accessibilité de connaître l'image et l'affiche quoi exactement. On a aussi une autre mauvaise pratique qui est là, par exemple, le truc ici de clavier. Donc, ce que j'ai pas encore expliqué dans cette application, c'est que si on hover sur une image, on peut copier le lien de l'image actuelle. Donc, on peut l'avoir sur un splash. Donc, le fait d'avoir une image qui est encapsulée dans un div, or que ce div-là, si on veut parcourir le code rapidement, ce div-là qui encapsule l'image a un on-click, donc c'est pas vraiment un div, donc c'est un bouton. Donc, j'aurais dû utiliser bouton ici au lieu de div. Sinon, bah, je veux le partager là rapidement parce que je trouve que c'est aussi une mauvaise pratique faite par plusieurs développeurs. Bah, je devrais normalement remplacer ça par div, mais si jamais je veux pas le remplacer, je peux juste dire à ce div-là que ton rôle est bouton. Et ça va permettre pour les lecteurs d'accessibilité de savoir euh, que, les, que chaque image est un bouton qu'on peut cliquer dedans. Et je peux même ajouter un tag ici, un prop supplémentaire qui va être area label, qui va être image card ou bien cliquer sur cette image juste pour que ça va être prononcé par les outils pour savoir que cette image est cliquable ou bien elle fait quoi lorsqu'on clique. Donc là, on a un peu débordé sur les sujets de fragments, mais en gros, l'accessibilité est un sujet très sensible que plusieurs développeurs React ne donnent pas assez d'importance. Donc, faut bien prioriser l'utilisation des fragments pour, et remplacer les divs le maximum possible. Mais je n'ai pas mentionné une autre chose. Si vous avez, par exemple, euh, une, vous pouvez aussi utiliser les fragments en important depuis React Fragment directement, comme ça. Donc, je vais l'importer. Ou bien, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les fragments qu'on va l'utiliser, on ne peut pas appliquer des styles dedans. Donc, puisque ce n'est pas un nœud, donc le fait d'avoir des class names ou des styles sur un fragment ne va pas fonctionner. Donc, c'est là où vous pouvez prioriser l'utilisation de div si vous voulez faire des styles particuliers sur un nœud. Ou bien, vous pouvez faire des styles séparément sur chaque attribut. OK, top. J'en profite juste une remarque dans le chat de Cynthia qui demande est-ce que ce serait pour l'accessibilité, on pourrait pas utiliser aussi les balises HTML sémantiques comme les UL ou ELI, j'imagine dans le cadre des listes. Enfin, pour les listes et dans le cadre de l'exemple. Oui, effectivement, faut favoriser tous les balises sémantiques d'HTML. Les listes, si on veut afficher un tableau ou bien si on veut parcourir une liste,
Donc, on peut faire ça. Et ça permet aussi d'éviter de faire des divs partout. Donc, on peut Oui. également faire ça pour améliorer l'accessibilité. Et ce qui va permettre aussi dans les lecteurs de savoir qu'on a une liste d'images effectivement. Ok. Et je me tente de répondre peut-être à une question parce que je suis pas du tout expert React, mais Kevin demande la différence entre du coup le chevron sol et la balise fragment. Si j'ai compris, le fragment c'est la même chose, c'est juste un espèce de sucre syntaxique ou c'est pas tout Oui, à fait oui, ça? si, c'est la même Ouais. chose. D'accord. Ben, Ok. soit on peut l'utiliser comme ça, soit on peut l'utiliser avec Fragment. Et tu peux mettre un class name aussi dans cette balise vide là, Bon, comme t'es en obligé fait, de ouais, t'es obligé d'avoir ouais, un. là, ça va pas avoir du Ouais. sens, Ok. ça va remonter une erreur. Ouais, bien Mais sûr. comme j'ai dit, même si je mets Fragment, les styles vont pas être appliqués à ce Fragment-là. Ok. Parce que pour Oui. faire le rendu de React, pour lui, il va juste supprimer ce nœud-là. Ok. Et ce que j'ai dit aussi, c'est que, par exemple, dans ce composant, on veut retourner deux choses. Donc, et puisque le return d'un composant React, il supporte que un seul élément, bah, c'est pour ça il est pratique de l'utiliser. Comme par exemple, il est aussi pratique si on a par exemple un rendu qui est conditionnel. Par exemple, là, si j'ai pas un search term, si je supprime là par exemple ce fragment là, ça pourrait aussi causer une erreur parce que je vais faire un rendu basé sur cette condition là et il est Mhm. censé avoir un seul composant au final. Et puisque moi j'ai plusieurs éléments, donc c'est plus pratique de les grouper dans un fragment. Ok. Super, très clair. On peut aussi, oui, il y a une remarque sur le chat, c'est que le fait d'utiliser des fragments comme ça permet aussi d'ajouter des keys si on souhaite le faire. Et ça empêche d'ajouter des keys si on ne renseigne pas le mot fragment. Ok, bah on peut passer là, ou bien juste pour récapituler, la première pratique, c'est que à travers les fragments, on va avoir une structure DOM plus propre. Donc, on va remplacer tous les divs ou bien tous les éléments qui ne sont pas nécessaires et éviter de créer des nœuds inutiles. Ça va améliorer la sémantique pour les outils d'accessibilité. On a vu aussi que c'est une syntaxe concise, des légères améliorations sur les performances, comme j'ai dit, si vous avez beaucoup de nœuds, si vous faites des traitements très, très lourds. Et à la fin, comme j'ai mentionné, il ne supporte pas les styles. Donc là, si on passe à la deuxième pratique, qui serait de retirer le code JavaScript du JSX. Donc ça, c'est aussi, je suppose que c'est une pratique qui est assez connue, mais sauf que c'est pas toujours respecté. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de le redire aujourd'hui dans cette présentation. C'est tout ce qui est logique, il vaut mieux de la sortir du JSX. Donc, dans cet exemple, on a par exemple une fonction onClick qui va faire deux traitements, trois traitements au plus. Par exemple, le setState avec une alerte. Vaut mieux de exporter cette fonction-là dans un handler au dehors du JSX et de l'importer directement comme ça. Donc, pourquoi c'est une bonne pratique? Parce que ça permet de avoir une lisibilité et une maintenabilité sur le code. Donc, on aura une séparation de préoccupations. On est sûr que le JSX, il est capable que pour faire du rendu et tout ce qui est logique traitement, ça va être fait en dehors. Et aussi, ça permet de se focaliser, comme j'ai dit, sur la séparation de ces préoccupations. Le JSX sur le rendu et la logique complexe est gérée séparément. Ça permet aussi d'améliorer les performances. Donc, c'est une meilleure optimisation parce qu'on peut optimiser le rendu du JSX quand il est simple. Parce que si vous savez que React va faire tous ces process-là pour traduire nos composants JSX dans une arborescence DOM pour le navigateur. Donc, ça va permettre aussi de séparer tout ce qui est fonctionnel avec tout ce qui est rendu.
Et à la fin, on peut dire qu'on peut aussi avoir des composants modulaires et ça permet aussi, si on veut tester notre logique, de tester séparément cette logique-là, puisqu'elle est distincte du rendu. Donc, juste rapidement, puisque c'est assez intuitif, on peut voir par exemple dans, euh, dans l'image ici, j'ai un on-click qui fait beaucoup de traitements. Donc, pour chaque image, je vais cliquer, je vais afficher le toast, je vais copier le texte dans le clipboard et je vais faire un console log. Donc, je peux sortir tout ça dans un handle en clic, par exemple, que je vais juste le définir ici avant et qui va prendre ma fonction là. Donc là, ça va permettre d'éviter d'avoir plusieurs lignes de code qui ne sont pas nécessaires et de la logique au sein de mon JSX. Donc pour récapituler, cette bonne pratique, elle est recommandée parce qu'il permet d'avoir une meilleure lisibilité et maintenabilité sur notre code. On va avoir à la fin des composants plus modulaires en tout ce qui concerne réutilisation de code ou bien même tester les composants. Et à la fin, comme j'ai dit, une meilleure optimisation parce que euh, React va mieux processer tout ce qui concerne le JSX pour le traduire en DOM. Donc là, on va passer rapidement à la troisième pratique qui est les utilisations des use effects. Donc, l'une des remarques que Dan a mentionné aussi, c'est que à la sortie des hooks avec React et tout ce qui est functional components, ils ont vu que beaucoup de développeurs utilisent mal ces hooks-là. Par exemple, ils les insèrent dans des endroits où c'est pas potentiellement la bonne pratique ou bien on peut aboutir au même résultat sans l'utilisation de ces hooks-là. Donc, par exemple, là, j'ai un composant qui va juste afficher un Hello World, par exemple. Et le name, c'est un prop qu'on va récupérer depuis un composant parent. Donc, ce que je peux faire, ou bien ce qui est fait ici, c'est qu'on va récupérer ce name-là depuis le parent et on va, s'il change, on va, on va changer le greeting qui est juste un set state de hello, notre propre. Déjà, comme vous voyez, j'ai utilisé un div ici, c'est juste pour des démonstrations. Et aussi, si on a par exemple des styles qui sont dans notre fichier style global qui permet de écraser tous les styles par défaut des composants, des balises HTML, par exemple les divs. Donc, ça veut dire que mon div pourrait avoir des styles. Mais comme je dis, dans la première pratique, veuillez favoriser l'utilisation des fragments au lieu des divs. Donc, dans cet exemple-là, on peut voir qu'on peut aboutir au même résultat sans introduire un nouveau state, sans introduire un use effect, juste en faisant une variable qui va prendre hello, notre propre, et qui va l'afficher en greeting. Donc cet exemple, c'est assez simple, vous pouvez le trouver assez intuitif et que, par exemple, vous pouvez pas faire cette erreur-là, sauf que d'après ce que j'ai vu, c'est une erreur assez commune et on le fait sans se rendre compte, juste parce que dans notre premier réflexe, c'est que dès que quelque chose change et on veut changer le rendu, on va faire un use effect. Sauf qu'il faut toujours poser la question, est-ce qu'un use effect est vraiment utile? Donc j'aimerais juste partager aussi un deuxième exemple, ce qui est par exemple là, afficher le prix d'un article dans une boutique en ligne. On peut trouver, par exemple, on va formater le prix avec la devise dollar. Donc, on peut voir dans l'exemple que si le prix va changer, on va changer tout le formatage, la chaîne qui va être affichée dans le UI qui va contenir aussi la devise. Donc, c'est le même exemple, c'est assez simple. Il faut juste pas utiliser ce use effect parce qu'il est pas nécessaire, même le state aussi. Et pourquoi pas retirer toute la logique qui est dans le set state dans un utile et après l'appeler directement pour notre propre. Et déjà, si le composant parent de ce price display change, ça veut dire si le price va changer,
bah, automatiquement, le composant enfant qui est price display va re-render, ce qui va dire on va re-render automatiquement l'appel de la fonction format price avec le nouveau prix. Donc, pas besoin en réalité d'avoir un use effect qui va gérer ces re-renders-là. Donc, si on veut voir ça dans notre exemple, là, par exemple, dans notre application, comme vous voyez, à chaque fois, je hover sur une image, je vais afficher ce texte-là qui est pour copier le lien. Donc, ça, comment je l'ai fait? Bah, j'ai fait un state supplémentaire pour savoir si on hover sur une image ou non. Et après, j'ai fait un autre state qui n'est pas nécessaire en vrai. C'est pour afficher le texte de copier dans votre arrière-plan. Et ça permet de reset en fait le overlay texte avec ce use effect là. Donc on peut virer tout ça en réalité. Et on peut aussi virer ce state là. Et après, directement, on utilise cette state de isOver à chaque fois, on hover sur la div. Et ici, bah, au lieu d'afficher le texte overlay, si on a le overlay, bah, on va faire directement isOver ici, isOver. Et s'il est isOver, bah, on va afficher directement le texte qui est overlay texte qui était avant. Donc, on peut afficher directement, clic to copy, par exemple, puisqu'il ne change pas vraiment. Et du coup, au lieu de réinitialiser le state de ce overtext, bah déjà, on ne va pas l'afficher quand on n'est plus en over de ce composant-là. Donc, on peut voir là, on va aboutir au même résultat qu'on veut. Et ça permet de simplifier le code et aussi de supprimer tout ce state qu'on a juste utilisé parce qu'on voulait avoir un use effect. Et c'est tout. Donc, en gros, pour conclure, quand est-ce qu'on doit utiliser un use effect et quand est-ce que non, rapidement, bah, tout ce qui tout ce qui concerne, par exemple, la transformation des données juste pour un rendu, comme ce qu'on a vu là pour les prix qui vont être formatés selon la devise, tout ce qui concerne aussi la gestion des événements utilisateurs et ce qui est event handlers. Donc, par exemple, des on-click ou des trucs comme ça, on peut le faire sans des use effects. Les calculs, pour les calculs coûteux qui sont dans le rendu, on peut favoriser l'utilisation de use memo au lieu de use effect. Et pour mettre à jour l'état du parent, donc c'est aussi, on peut le faire sans des use effects. Et aussi, par exemple, si on veut créer un state selon une valeur qui est remontée par le parent, on peut aussi le faire directement sans un use effect. Mais pour les bons cas d'utilisation appropriés à use effect, on peut dire tout ce qui concerne la synchronisation avec les systèmes externes. Donc, que ça soit se connecter avec des API externes ou bien des bibliothèques tierces. Donc, là, on peut mettre en faveur les use effects. Tout ce qui concerne aussi un contrôle manuel du DOM. Donc, par exemple, pour gérer des pour gérer des éléments DOM qui ne sont pas contrôlés par React. Et là, on va faire du JavaScript pur. Ou bien pour tout ce qui concerne la récupération des données. Bah, comme j'ai dit, les use effects sont utiles pour le fetching et pour avoir des solutions beaucoup plus pour bien cadrer et maintenir la récupération de notre donnée. Donc, en gros, j'ai essayé de lister ici les cas ou bien les points essentiels à retenir dans les bonnes pratiques d'utilisation des use effects. J'ai une question là, ou bien une remarque dans le chat qui dit que dans l'exemple du format price, alors on va juste reprendre l'exemple. Donc, dans l'exemple de format price et pour suivre ta recommandation de séparer le fonctionnel du rendu, il faudrait peut-être plutôt mettre le résultat de la fonction dans une variable.
Effectivement, donc on peut format price le mettre dans une constante, donc const formatted price égale format price et utiliser le format price directement ici. Donc oui, c'est une bonne pratique de essayer de minimiser le code JavaScript dans tout ce qui concerne le JSX. Sauf que c'est pas toujours le cas, donc il y a beaucoup de développeurs qui le font pas. Et comme dans cet exemple, quand vous voyez, j'ai utilisé des livres, or que j'ai parlé des fragments. J'ai utilisé de JSX, or qu'on vient de le dire. Donc, ça, ça aboutit au même résultat à la fin, mais si on veut mettre en place ces guidelines ou bien ces pratiques et strictement l'appliquer, il faut vraiment faire attention à tous ces détails-là. Euh, du coup, on peut passer à la quatrième pratique qui serait les contextes module functions. Donc, en gros, dans cette version, donc, on a un composant qui s'appelle task list. Et dans cette version, on a la logique de dispatch qui est directement intégrée dans le composant. Donc, chaque composant qui souhaite faire euh, donc pour chaque complete task, on va avoir une séquence d'actions qui doit être faite. Donc à chaque fois, on va réécrire la même logique lorsque mon task list va re-render. Donc à chaque fois, on va redéfinir toute cette fonction-là et toute cette logique-là. Aussi, on a le composant qui gère lui-même la séquence de dispatch, du loading, des states, des appels API, des erreurs. Donc, tout ça, c'est géré par le composant dont c'est ce mauvais exemple-là. Donc, pour améliorer ça, on peut déjà extraire la logique de la fonction modulaire qui va être réutilisable. Le composant en lui-même, il va que appeler cette logique extraite en lui passant juste un dispatch. Et après, on va avoir un code maintenable, plus réutilisable à travers ce contexte-là. Donc déjà, on peut voir, j'ai aussi un code JavaScript qui est utilisé ici au sein de OnClick, mais personnellement, après, ça peut se discuter, ça peut se débattre. Quand j'ai qu'une seule fonction, donc pas un bloc de plusieurs actions à faire, c'est à ce moment-là où parfois je l'exporte pas dans une fonction séparée. Mais si j'ai par exemple plusieurs actions à faire dans le même on-click, je favorise de le mettre dans un handler séparé. Mais revenons à notre exemple, on peut clairement voir qu'on peut extraire toute la logique de complete task et le mettre dans un fichier séparé, par exemple un task action. Et à la fin, on va juste utiliser cette action-là parce qu'on a déjà défini un contexte global et on pourrait appeler directement notre action qui va favoriser l'utilisation de tous les states depuis notre contexte. Donc, on peut voir que ce pattern-là, c'est assez connu, mais je vois aussi fréquemment des codes dans mon parcours où on tend à faire cette erreur-là, c'est d'inclure des dispatchs ou des traitements au sein de notre composant, or que le composant va être re-render, donc on va redéfinir tous ces codes-là. Donc, faut extraire la logique des dispatchs en dehors des composants, créer des fonctions modulaires qui acceptent le dispatch comme paramètre. Donc, ces fonctions vont gérer aussi toutes les séquences des dispatchs qui sont ici. Et à la fois, mon composant qui est TaskList va devenir plus simple et qui va importer juste ces fonctions au lieu de traiter tous les logiques. Donc, et à la fin, comme j'ai dit, ça va aussi faciliter de maintenir, centraliser la logique et aussi de tester le composant. Et bien sûr, il y a des optimisations à avoir dans le bundle final de JavaScript. Donc, si on souhaite faire ça dans notre application, donc je vais juste discard ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je vais appliquer
déjà, j'ai défini un contexte avant. Donc, ce contexte-là va permettre en fait, tous les states que j'ai dans mon search bar. Donc, quand vous voyez là, mon search composant qui est mon parent composant, j'ai beaucoup de states ici. J'ai aussi de la logique qui permet d'appeler le handle search et qui va faire tous ces sept states-là et qui va permettre de aussi à chaque fois faire un search des photos depuis l'API. J'ai le bouton handle more qui va appeler aussi la même fonction pour refetch des nouvelles images. Donc, je peux déjà, à travers un contexte, d'extraire tous ces states-là et cette logique-là dans des actions. Et comme vous pouvez voir aussi, je ne gère pas mes loading states, mes erreurs dans mon code. Donc, il y a pas de loading state. Si j'ai des erreurs à travers mes API, ben, on l'affiche sous forme d'alerte, mais je pourrais afficher un texte spécifique dans mon JSX. Donc, il y a toutes ces améliorations-là qu'on peut faire. C'est ce que j'ai fait exactement dans le galerie contexte. Donc, on peut voir que j'ai défini des initial states qui sont juste les states qu'on a utilisés dans le search component. J'ai ajouté un loading state qu'on va utiliser. Et après, j'ai défini un gallery reducer qui va avoir plusieurs types d'actions. Donc, le loading qui va merger dans ce reducer-là le state actuel avec la variable, le state de loading qui sera true. Sinon, si on finit notre search, donc on tombe sur cette action-là euh, qui est search success. Et si on clique sur, par exemple, afficher plus, je l'ai créé dans une autre action, comme on peut le faire. Je l'ai créé dans une autre action parce que je vais augmenter le counter et je vais aussi modifier mon state d'image qui va contenir les anciennes images et les nouvelles images. Et à la fin, j'ai les states d'erreur, ben, plusieurs actions que je peux les customiser ici. Et j'ai mon gallery provider qui va appeler donc ce use reducer de gallery reducer avec les initial states que j'ai définis. Et je vais faire ces traitements-là dans le provider. Donc, je vais définir toutes les fonctions que j'avais dans mon search composant ici, avec toutes les utilisations de dispatch, avec les actions que j'ai customisées. Et à la fin, je vais exporter ou bien je vais wrap tous mes composants children dans un provider et à une utilisation de hook que juste je l'ai appelé use gallery qui va juste faire un wrap de use context de gallery context. Déjà, ce code-là, pour qu'il fonctionne, je dois faire un wrap de app.js dans un provider qui va être le provider qu'on va exporter ici. C'est Gallery Provider. Donc, on peut déjà commencer par ça. Donc, on va juste wrap notre composant dans un Gallery Provider pour qu'on puisse bénéficier de tout ce qu'on a défini ici. Et à chaque fois, je vais importer le hook, par exemple, use gallery dans mon composant. Je vais pouvoir récupérer toutes les données et tous les states et toutes les méthodes que j'ai définies ici. Sauf que ce document-là, qui est bien développé, contient aussi des mauvaises pratiques. C'est que là, dans le même contexte, j'ai défini les states, comme vous voyez ici. J'ai défini mon reducer, ce qui est bon aussi, mais j'ai aussi défini les fonctions là qui appelaient les dispatchs qui peuvent être extraites dans un fichier qui s'appelle par exemple Gallery Action. Et donc, à la fin, au lieu d'avoir exposé toutes les méthodes dans la value qu'on va avoir dans notre provider, avec toutes les fonctions et les méthodes qui font tous les dispatchs, on peut éviter ça et ne pas les exposer dans le galerie contexte et de les faire dans des actions séparées. Donc, je vais juste, pour ne pas perdre du temps, appliquer des stages que j'ai déjà fait ces manips-là. Donc, on peut voir.
ce que ça va aboutir. Donc là, je vais juste diminuer pour voir les différences qu'on a fait. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que avec la mauvaise pratique où on a tout dans un seul contexte, j'ai juste utilisé tous les states qu'on a exportés. Ça inclut les states qu'on avait avant et ça inclut aussi les méthodes de logique qui sont handle search et handle more. Donc là, je les importe tous depuis le use gallery et je les utilise, j'affiche les loading states et les erreurs. Ça, c'est bon, sauf que il faut que j'exporte, comme j'ai dit, les méthodes et de ne pas les afficher dans le contexte. Et d'ailleurs, c'est ça le but de toute cette pratique, c'est de séparer les responsabilités. Donc, le contexte en lui-même, il doit gérer uniquement les states et les états. Et tout ce qui est action, qui sont des fonctions réutilisables doivent être exportés dans un autre fichier, dans des actions qui peuvent simplifier aussi de mieux les tester et avoir un code plus maintenable. Donc, ce qu'on peut faire ici, juste rapidement, parce que l'implément va prendre un peu du temps. Donc, tout ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai importé le use gallery qui va contenir mon state et mon dispatch. Là, mon state, je vais juste récupérer tous les states que j'avais dans mon state exportés dans use gallery. Et les fonctions, comme j'ai dit qu'on avait avant, là, on les mis dans gallery action. Donc là, j'ai juste exporté toutes les méthodes qui vont appeler notre dispatch et je vais l'appeler directement. Donc, j'ai fait un petit refacto. J'ai laissé la fonction handle search, mais qui traite pas, euh, qui fait pas le try catch de tous les states et tous les traitements et tous les appels API. Et elle appelle directement l'action qu'on a définie, qui est par exemple search image, qui va faire tous les updates des, qui va faire tous les updates selon les types d'actions qu'on va passer dans le dispatch. Donc, en gros, c'est juste un petit refacto pour extraire tout. Au début, ce qu'on a fait, c'est qu'on a extrait tous les logiques et tous les states dans un contexte. Ça, c'est la première itération. La deuxième itération, c'est que on n'a pas laissé les méthodes dans le contexte et on les extrait dans des actions. Et à la fin, on a mieux une gestion d'erreurs à travers tous les states que j'ai ajoutés. Et rapidement, on peut voir que on a exactement la même application. Et si je vais juste essayer de simuler une collection qui est un peu lente, donc vous pouvez faire ça depuis Developer Tools. Donc je vais simuler par exemple 2G ou 4G et je vais faire par exemple dog. J'ai bien un loading state qui est affiché avant l'affichage de toutes les images. Donc ça, c'est aussi bon de faire ces traitements-là avec les Developer Tools qui permet de voir si comment nos utilisateurs qui ont, par exemple, une mauvaise connexion ou bien qui n'ont pas les bonnes conditions pour naviguer notre app, comment notre app va être affichée pour eux. Donc, si on revient rapidement à notre slide, on peut dire que cette approche le, qui est le context module functions va permet de bien séparer les responsabilités. Le contexte va gérer que les states, va définir le reducer. Tout ce qui est fonction et méthode qui va avoir de la logique, on va le mettre dans les actions. Donc, c'est un code plus dry, donc on va pas à chaque fois appeler les mêmes dispatchs et les mêmes appels dans des différents composants si on a beaucoup plus. On va avoir une logique réutilisable à travers toute l'application. On peut aussi implémenter des tests unitaires simplifiés à cause de ça, ou bien grâce à ça. Et à la fin, ça permet, comme j'ai dit, réutilisabilité, maintenance, performance aussi, puisqu'on va éviter de recréer les fonctions à chaque rendu. Et ça permet aussi de faire ça va permettre de faire un tree shaking. Ça veut dire
éliminer tout le code qui est non utilisable. Donc, c'est React qui va faire ces process-là pour optimiser la DOM à la fin. Et à la fin, je trouve qu'avec cette structure-là, on a bien des composants qui sont beaucoup plus clairs, beaucoup plus simples. Chacun se focalise sur son rôle. Le composant search va appeler nos actions, va appeler le contexte pour récupérer les states, va afficher le JSX final et les outputs qu'on veut selon ces résultats-là. Donc, ça permet de bien avoir une clarté à la fin. Donc, et comme il y avait aussi une citation de Dan qui dit que, je vais le dire en anglais, après on peut l'expliquer, qui dit que helper methods are object junk that we need to recreate and compare for no purpose other than specifically nice looking syntax. Donc ça veut dire que on a des méthodes helpers qui sont des objets superflus que nous devrons recréer à chaque fois un composant sur render et de les comparer sans autre but qu'une syntaxe superficiellement plus jolie. Donc, là, c'est clairement une bonne pratique recommandée par Dan qui dit que, et qui d'ailleurs qu'il utilisait trop chez Facebook avec React, c'est d'utiliser des méthodes helpers directement dans le composant. C'est pas toujours la meilleure approche, même si cela peut apparaître joli syntaxiquement. Et pour finir, donc la dernière pratique, ça va être les props collections and getters. Donc rapidement, c'est un exemple là où j'ai deux boutons. Donc j'ai deux boutons où j'ai des props qui se répètent. Par exemple, le props on click qui va appeler le set order pour faire la négation de la valeur. J'ai par exemple les props de Area pour l'accessibilité, comme ce qu'on a vu pour le label, ou bien même pour le Prest. Et là, comme vous voyez, donc ça c'est juste un petit exemple, mais ce qui illustre un use case qui est assez commun dans les code-base React. Ça veut dire qu'on peut avoir le même composant dans notre exemple bouton qui est utilisé dans la même place plusieurs fois et à chaque fois on passe les mêmes props. Donc là déjà, comme vous pouvez voir dans le deuxième bouton, j'ai oublié par exemple de mettre le class name, j'ai oublié de mettre le area label. Donc c'est des trucs qu'on peut les faire par oubli parce qu'on a oublié des props, de passer des props par erreur, comme on peut avoir le même bouton appelé deux fois avec les mêmes props, avec les mêmes valeurs, et ce qui donne un peu une redondance de tout ce qui est props. Donc le pattern de props collection, ça permet de créer un objet, comme vous voyez ici dans order props, qui va regrouper tous les props communs et ça permet de les réutiliser une seule fois. Donc, comme vous voyez ici, j'ai défini un order props qui est un objet de tous les props qui se répètent pour moi et je vais le passer une fois pour toutes pour tous les implémentations de boutons que j'ai dans ma page. Donc, l'idée principale, c'est un pattern qui permet de regrouper les props couramment utilisés dans des objets réutilisables et ça permet d'avoir une version plus avancée sur tous ces props-là et on peut mieux les contrôler et après sans répéter le code à chaque fois. Donc, en vrai, avec notre application actuelle, j'ai pas forcément un exemple pour le faire, mais je peux juste dire, par exemple, j'ai deux boutons. Donc, si je vais faire juste, par exemple, 4 ici, on peut voir, genre, j'ai deux boutons pour la pagination, un pour Next et un pour Previous. Et là, comme vous voyez, je répète les props à chaque fois. Donc, une meilleure méthode sera de regrouper, par exemple, tous les props qui se répètent. Donc, par exemple, le on-click, sauf que
ça pourrait, bon, c'est juste un exemple rapide pour comprendre la bonne pratique, mais le on-click pourrait être différent des deux boutons de navigation. Mais on peut par exemple regrouper visible, role, tab index, area label, tous ces trucs-là, on peut le regrouper dans un objet qui va être par exemple const button props qui va avoir ça. Et au lieu des deux points, ça va être donc déjà là, je vais juste exporter ces boutons de props qui va contenir donc le visible qui va être bien sûr sans accolade image.length. Je vais avoir des virgules à la fin de chaque valeur. Et là, ce bouton props là, je vais le passer en spread operator comme ça, en évitant de réécrire les props en commun. Comme je peux définir un autre objet qui va se baser sur les boutons props pour écraser ces valeurs-là qui vont dépendre selon quel bouton je vais customiser les autres valeurs pour avoir à la fin juste le spread operator, par exemple. Là, je vais avoir previous props et là, je vais avoir par exemple next props comme ça et je peux transférer ça dans un autre objet qui va prendre tous les variables de bouton props et pour avoir à la fin juste une syntaxe comme ça. Donc, quand vous voyez, donc là, avec cette pratique, on peut éviter de dupliquer le code des props qui sont en commun, centraliser la logique des props, ce qui permet d'avoir un code assez maintenable. Donc là, cette pratique, je ne l'ai pas trouvée souvent sur beaucoup de repos ou bien de code open source, mais ce qui vient d'être recommandé par des experts, par exemple Kenzie Dodds, et qui l'utilisent beaucoup plus fréquemment, et je les trouve que c'est pas mal aussi de l'avoir et de l'adapter dans notre code. Donc, ça permet aussi, comme j'ai oublié de le mentionner, ça permet aussi de, par exemple, si on oublie d'ajouter les attributs d'accessibilité, ça permet de les ajouter une fois pour toutes pour tous les boutons qu'on a. Donc, Ok, super. Bah, merci beaucoup, Kautar, pour toutes ces explications, ces pratiques, ces 5 pratiques et puis les exemples de code associés. C'était très clair. J'y connais pas grand-chose en React et j'ai appris des trucs, donc je suis content. Non, merci, c'était très clair. En une petite minute, l'idée de montrer, ben, là, en fait, ce que tu viens d'expliquer, j'imagine que des fois, que tu l'as déjà expliqué peut-être à d'autres personnes, d'autres devs dans ton équipe. L'idée de se dire, allez, si on veut aller un petit peu plus loin, optimiser le process, comment ces pratiques-là, on peut les définir en équipe et comment est-ce qu'on peut aussi aider les devs à s'en rappeler, c'est-à-dire, bon, les expliquer à l'oral, c'est une chose, 2 jours après, s'en rappeler quand je code, comment est-ce que je peux faire? Donc là, l'idée, c'est de montrer rapidement qu'est-ce qu'il est possible de faire avec Pacmind. Je vais faire vraiment très, très vite, vous inquiétez pas. Hop. Donc Pacmind, c'est une plateforme avec des extensions pour les principaux IDE du marché, VS Code, JetBrains, etc., qui permet assez facilement de pouvoir partager des bonnes pratiques en équipe, d'avoir un process de décision ensuite pour se dire est-ce qu'on est d'accord ou pas avec ces pratiques, et ensuite avoir de la détection dans notre IDE pour savoir est-ce qu'on suit ou pas les pratiques. Donc le process est assez simple. Moi je suis Kautar, je vois un truc qui va pas avec les props là qui sont pas groupés, donc c'est un peu l'exemple que tu as pris tout à l'heure. Le process c'est de faire un clic droit, Pacmind. Je vais dire que je vais créer une nouvelle pratique. Je vais nommer ma pratique, donc j'ai repris un petit peu le nom. Use prop collection and getter to avoid repeating common properties. Un similar component. J'envoie directement ça à Pacmind. Je dis que la pratique n'est pas suivie dans ce contexte.
J'arrive dans Pacman, donc après l'idée c'est qu'il y ait un process de validation en équipe de manière hebdo, mensuelle. Voilà, l'idée c'est de prendre du temps avec son équipe pour discuter de ces pratiques-là, est-ce qu'on est d'accord ou pas, parce qu'on peut aussi en débattre et avoir des points de vue différents. Donc là ici, bah, est-ce qu'on est plutôt OK avec ça, est-ce qu'on ferait un peu différemment, ce serait quoi la bonne pratique qu'il y a derrière. Donc on peut décider de garder la pratique, de la valider, c'est-à-dire qu'il y a un consensus. Voilà. Donc c'est une manière aussi de collaborative, de partager de la connaissance et d'enrichir notre base de bonnes pratiques. Et après, ce qu'on a, hop, je l'avais fait en background pour gagner un peu de temps, donc c'est la même pratique. Grâce à l'IA générative, en fait, ce que fait Pacman, donc bon, en plus de générer une documentation pour la pratique, il y a un volet configuration de la détection de cette pratique. C'est-à-dire comment on va faire pour se dire désormais dans ce code-là, la pratique n'est pas suffisante. En fait, on a une IA qui, en background, va générer en gros un algo de détection pour savoir que la pratique n'est pas suivie. Donc en fait, ce que ça fait, si on veut voir le détail, c'est qu'il nous dit, bah, ok, je génère des bouts de code où la pratique est suivie et pas suivie. Donc ça, c'est des choses qu'on peut modifier pour dire est-ce qu'on est, est-ce que l'IA a bien compris ce qu'on voulait faire ou pas. Donc là, elle me génère plusieurs exemples. Et à la fin, bah, elle me génère en fait un algo. Donc on peut voir l'algo derrière, c'est juste du code JavaScript, mais en gros, ça veut dire que sur n'importe quel bout de code désormais, il va être capable de me dire que là, bah, typiquement sur ce bouton-là, il a flagué ce bouton parce que bah, il a trouvé des propriétés qui étaient dupliquées sur d'autres, quoi. Et donc ça veut dire qu'après, moi, dans l'IDE, je vais avoir ce genre d'information en tant que dev. C'est-à-dire que tout le monde dans l'équipe va avoir ici, bon là j'ai mal setup le projet, mais on voit ici l'onglet, la notif Pacman qui va dire à chaque dev, hey, rappelez-vous là, on avait mis en place cette pratique-là, quoi. Donc ça, c'est des trucs qui sont quasiment transparents, c'est-à-dire c'est comme si on définissait nos propres règles custom, et derrière, Pacman, de manière automatique, va générer un programme pour s'assurer que derrière, si n'importe qui dans l'équipe, dans l'IDE ou lors d'une code review, on voit passer du code qui n'est pas compliant avec cette pratique, qu'on puisse tout simplement le notifier, quoi. Voilà. Et c'est en ça que Pacman a vocation à amplifier le message des experts, des tech leads, de toutes les personnes qui sont là pour mettre en place des bonnes pratiques. Voilà, donc ça c'est ce qui peut permettre d'augmenter de s'assurer de la pérennité des bonnes pratiques dans les équipes. Donc j'arrête le partage et puis je te laisse conclure Kautar sur comment justement on peut se mettre à jour, garder Ouais. se mettre à jour des bonnes pratiques et suivre tout ça. Ok. Déjà, c'était intéressant de voir Pacmind en pratique parce que en réalité, déjà lorsque l'équipe dev s'agrandit, donc il faut définir des bonnes pratiques au sein de l'équipe. Donc, et là, les linters, ça pourrait être une solution, sauf qu'il faut les maintenir et ajouter toutes ces bonnes pratiques qu'on peut définir manuellement. Tout Du à coup, fait. là, je trouve que c'est pas mal, en fait, d'utiliser l'IA générative pour qu'elle te fait ça automatiquement. Yes, tout à fait. Euh, yes. Je te dirais pas le contraire. Donc, pour conclure, comment je reste à jour avec toutes les nouvelles actualités de React qui se passent. Donc, chaque jour, on sait déjà, l'écosystème de JavaScript est très évolutif. On a des librairies, des packages, des frameworks qui sortent chaque jour. Mais si on veut se concentrer sur React, déjà, la première chose que je fais, c'est d'essayer d'assister à des conférences. Donc, des conférences, des meet-ups. Par exemple, là, j'ai mis React Paris Meetup que j'ai déjà participé. Sinon, vous pouvez partir au site officiel de React où vous pouvez trouver toutes les conférences React qui vont se passer dans des différents pays. Généralement, chaque conférence a sa propre chaîne YouTube où elle va partager les talks juste après. Donc, n'hésitez pas à suivre tous les communautés dessus. Sinon, il y a aussi les influencers, comme on peut l'appeler, ou bien les experts, qui sont assez actifs sur les réseaux. Donc, je peux dire, par exemple, Dan Abramov, qui est core team member de React, ou bien Kenzie Dodds, ou bien Josh. Ce sont des noms qui sont assez connus. Ils font beaucoup d'efforts au sein de la communauté, que ce soit des vidéos, des tweets, ou bien même des articles sur leur blog. Et notamment, il y a aussi le blog Overreacted qui est fait par Dan. Genre, il y a vraiment, vraiment d'une grande valeur dans ce blog-là.
Il y a beaucoup d'articles et chaque article, il est très, très, très détaillé sur une pratique ou sur une mauvaise utilisation de React. Si vous voulez savoir plus ou bien se plonger dessus pour apprendre à bien maîtriser ce framework-là. Donc, il y a beaucoup de recommandations, beaucoup de bonnes pratiques. Sinon, il y a aussi le blog officiel de React.dev. D'ailleurs, ils ont mis à jour leur docs. Ça fait une année, je pense. Et il y a dev.to où on peut trouver aussi des pépites d'articles dessus. Sinon, à la fin, je mentionne la newsletter This Week in React si vous voulez savoir non seulement les nouveautés de React, mais aussi de tout l'écosystème, donc tous les frameworks, TypeScript, les packages qui sortent sur GitHub qui sont utiles, donc tout ce qui concerne tout l'écosystème en globalité, vous allez avoir des emails chaque semaine sur toutes les nouveautés. Et Bah, super. à la fin, merci pour tout le monde et merci pour votre attention. Excellent, bah, merci ouais, pour toutes les recommandations. En tout cas, ouais, merci beaucoup encore, Qatar, pour tous ces éléments que tu nous as partagés. Ton webinaire sera retrouvé dès cet après-midi sur la chaîne YouTube de Pacmind. Donc, n'hésitez pas à le partager autour de vous si vous avez des personnes qui travaillent avec React au quotidien. Merci à toi, Cynthia, d'être venue et merci, Kevin, aussi. Merci tout le monde. Donc, si on veut te suivre, tu as dit chaîne YouTube et tu as aussi des expos sur LinkedIn, je crois, si les gens veulent Ouais, rester en contact avec tous toi. les réseaux avec mon nom, vous allez me trouver. Super. C'est très bien, Cynthia, continue comme ça. Écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite alors, et puis peut-être à bientôt pour un prochain webinar. Et puis pour toutes les personnes qui étaient là avec nous, je vous souhaite une bonne continuation de journée. À très bientôt et encore merci, Kautar, pour tout. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. Bye bye. Salut à toutes.